Connaissez-vous le point commun entre la tour de Pise, le pont de Tacoma et le viaduc autoroutier de Gênes? Un problème de dimensionnement. Salut les mortis, c'est Monsieur N et aujourd'hui on va parler mécanique statique. Comme d'habitude pour mes élèves, vous êtes priés d'écrire à partir du moment où vous voyez cette icône ici. Pourquoi dimensionner une structure mécaniquement? Alors, un système mécanique subit différentes contraintes. Les trois exemples que je vous ai présentés en démarrage subissent trois types de contraintes qui sont bien différentes les unes des autres. Donc, dans le cas de la tour de Pise, il s'agit d'un souci de dimensionnement mécanique en lien avec la capacité du sol à résister à la charge que peut supporter le sol. La capacité à résister à sa propre destruction correspond au même cas. En effet, un système doit être capable de résister à sa propre charge. Ces charges s'appellent des charges structurelles. Dans le cas du pont de Tacoma, il s'agit d'un souci de dimensionnement mécanique en lien avec la capacité du système à résister à la charge vibratoire impliquée par un vent latéral. La capacité à résister à toute charge liée au climat, comme la rétention d'eau et neige ou l'appui du vent sur un système, est à prendre en compte en dimensionnement. Ces charges s'appellent des charges climatiques. Dans le cas du viaduc de Gênes, il s'agit d'un souci possible de dimensionnement mécanique en lien avec la capacité du système à résister à la charge liée à son utilisation. La capacité à résister à toute charge liée au fonctionnement comme le mobilier et les personnes travaillant dans un bureau par exemple sont des autres cas. Ces charges s'appellent des charges fonctionnelles. Alors, maintenant qu'on a vu les différents types de charges qui peuvent être appliquées sur un système, on va apprendre à dimensionner et on va se poser la question comment dimensionner une structure mécaniquement. Alors, d'une manière simple, il suffit de vérifier si la contrainte admissible du système est supérieure aux charges qui lui sont appliquées. Vous avez des charges, vous les appliquez sur le système. Si votre système résiste, vous pouvez considérer qu'il est bien dimensionné. Pour ce faire, il y a 4 étapes à réaliser. La première, c'est de définir la forme mécanique calculatoire d'un système. Il existe des modèles de systèmes qui sont récurrents et qu'on doit utiliser quand on cherche à faire des calculs mécaniques à la main. Ensuite, il faut définir les charges appliquées au système. Alors, les différentes charges appliquées au système, vous les connaissez, je vous en ai parlé juste avant. Ensuite, il faut définir les charges réponses du système induites par les charges appliquées. Alors, dans ce cas précis, les charges mécaniques calculatoires du système, plus les charges appliquées, on va s'en servir de ces deux choses pour réaliser des calculs par la suite et obtenir des charges réponses sur le système. Et ensuite, aux endroits critiques où les charges réponses seront les plus importantes, on va réaliser des calculs de contraintes pour vérifier si les matériaux pourront résister ou non euh, à ces contraintes. Alors, ce que nous allons réaliser aujourd'hui, ça va surtout être de travailler à définir les formes mécaniques calculatoires du système et à définir les charges à appliquer au système. Donc, on va commencer déjà par définir la forme mécanique. Donc, il faut savoir que le principe d'hypothèse mécanique est très important en mécanique, c'est-à-dire que nous allons proposer des hypothèses et nous en servir pour réaliser un schéma qui est représentatif du modèle et très proche au modèle que l'on souhaite réaliser au niveau du calcul. Donc, un système doit être représenté en fonction de l'hypothèse pour permettre les calculs. Donc, le cas le plus connu, c'est la théorie des poutres. Donc la théorie des poutres, elle dit que en fait la longueur d'un système est que dès que la longueur du système est 10 fois plus importante que son épaisseur ou sa largeur, le système est assimilable à une poutre. Donc à un trait qui a une section identique sur toute la longueur. Alors, à savoir que du coup, ce type de système fonctionne que ce soit pour une poutre ou une aile d'avion, alors que dans une poutre, vous avez une section qui va en général être régulière sur toute la longueur, et une aile d'avion où la section va être variable sur toute la longueur. On estime que la théorie des poutres fonctionne malgré tout, vu qu'on a 10 fois la longueur supérieure à son épaisseur ou à sa longueur, ou à sa largeur.
Quand on n'est pas dans ce cas-là, on n'est pas 10 fois plus long, on est dans le cas des dalles. Et dans le cas des dalles, on assimile le système à une dalle, donc à un système plat, mais qui repose sur une surface. Et là, les exemples qui peuvent être représentés, c'est un plancher ou un châssis de voiture. Il existe d'autres modèles qu'on peut utiliser, mais qu'on n'utilisera pas dans la mécanique comment dire, calculatoire de lycée. Alors, maintenant qu'on a défini la forme mécanique, il faut définir les appuis qui caractérisent votre dalle ou votre poutre. Donc, en 2D, on va avoir trois types d'appuis. Le premier, ça va être un appui simple, donc qui va permettre une résistance et une opposition aux forces dans le sens vertical, dans ce cas précis. Une articulation qui va permettre des efforts réponse en X et en Y. Et un encastrement qui va permettre une réponse en X et en Y et une contrainte en rotation autour de son axe, vu qu'il est bloqué au niveau de son axe. D'autres modèles existent aussi en 3D pour le cas des dalles. Vous les connaissez, vous les avez traités en première en général. Donc vous êtes prié de retourner sur vos cours de première pour regarder les modèles qui pourraient correspondre pour réaliser les calculs sur une dalle. Alors, maintenant qu'on a vu les systèmes, maintenant on va voir comment on représente un effort sur un système. Alors, on va le représenter sous la forme d'un vecteur ou sous la forme de plusieurs vecteurs. Il y a plusieurs cas qui sont représentatifs. Donc, le premier cas, ça va être le cas des charges ponctuelles qui sont représentées sous la forme d'un vecteur. Ces vecteurs auront pour unité le newton. Et bon, vous verrez sûrement apparaître quelques vecteurs sous la forme kilogramme qu'il faudra transformer en newton en multipliant par G 9,81, donc c'est la gravité, pour obtenir du newton. Alors, le cas de charge suivant, c'est le cas de charge linéaire qui sera représenté sous la forme de plusieurs vecteurs uniformément répartis sur une ligne et qui auront pour unité le newton par mètre. Ensuite, vous aurez la possibilité de voir apparaître les charges surfaciques. Donc les charges surfaciques qui seront représentées par une série de vecteurs sur une surface uniformément répartie, ou vers le haut ou vers le bas, c'est toujours une représentation qui définit la force et dans le sens qu'elle est appliquée. Et là, on aura des unités sous la forme de newton par mètre carré. Alors, selon la situation dans laquelle nous sommes, on choisit le cas le plus proche de la réalité. En exemple, une personne est souvent représentée sous la forme d'une charge ponctuelle quand sa charge repose sur la surface des pieds, plus proche de la charge surfacique. Alors, en réalité, on serait plus logiquement dans une charge surfacique si on représentait une personne. Comme pour l'exemple du pneu, c'est la même chose. On serait plus logiquement dans la logique de représentation d'une surface pneumatique sur un sol. Néanmoins, pour simplifier les calculs, on peut utiliser la charge ponctuelle qui fonctionne et qui permettra de donner un petit peu de tolérance au niveau des calculs. Alors, maintenant, on va travailler sur les caractéristiques des vecteurs sur lesquels on va pouvoir intervenir. Donc la première chose à savoir sur un vecteur, c'est qu'il est décomposable sous son x et son y, ce dont on aura besoin pour la suite pour les calculs dans les prochaines vidéos. Donc, ce que l'on peut faire d'un effort standard, on peut faire un effort translaté en x, puis un effort translaté en y, grâce à nos chers amis Thalès et Pythagore que vous connaissez depuis le collège. Les vecteurs peuvent être sommés afin de donner un nouveau vecteur de leur composante. Alors ça, ce que ça veut dire, c'est que quand vous sommez plusieurs vecteurs, eh bien, la résultante de ces vecteurs, ça donnera ça. C'est-à-dire qu'en gros, vous mettez les vecteurs point à point, et vous pourrez changer d'ailleurs, mettre ce vecteur-là à cet endroit-là, etc. Ça donnera toujours le même vecteur. Donc ça, c'est une composante qui est importante aussi à connaître pour la suite des exercices que nous allons faire par la suite.
Si il y a aussi à savoir que les vecteurs qui sont mis bout à bout et qui reviennent en même point en boucle, on peut considérer que le résultant est égal à 0. Ça, c'est une autre caractéristique des vecteurs dont on va avoir besoin pour la suite de nos exercices aussi. Maintenant qu'on a vu ça, on va aussi parler de la représentation des moments. Alors, il existe deux représentations importantes des moments. La première, c'est sous la forme d'une flèche donnant le sens du moment et une dimension. Donc, comme ça ou comme ça, peu importe, elle tourne autour d'un point. Elle est représentée en newton-mètre, donc en newton fois des mètres. Et la seconde, c'est une représentation sous la forme d'une force et d'un bras de levier, qui est identique à celle-là au final, car vous avez une force qui est représentée en newton et une distance qui est le bras de levier qui est représenté en mètres. Donc vous faites donc cette force multipliée par cette distance, donc vous obtenez aussi du newton-mètre. Bon les mortis, ça faisait beaucoup d'informations, on va s'arrêter là pour cette semaine. C'était Monsieur N. Comment ça, oh mince, comme si t'avais le temps d'être triste. Moi je serais toi, je serais en panique, c'est l'heure de travailler. Heureusement on a 3 heures en classe entière pour compléter tout ce qu'on a fait sur cette vidéo, sinon tu serais vraiment mal barré pour passer le bac. Et voilà qui nous fait un malaise, n'importe quoi. Bon, allez, on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo, c'était Monsieur N, salut.